Alors, troisième séquence thématique autour du spectacle vivant et des droits sociaux. Depuis le début de la crise sanitaire, l'écosystème de la culture et en particulier du spectacle vivant a été fortement fragilisé. Notre secteur professionnel s'est fortement dégradé et nombre de professionnels, le L et LES, de la culture sont en difficulté. Plus d'1 milliard d'euros de salaires sont partis en fumée. Encore aujourd'hui, avec l'engorgement des programmations dû aux nombreux reports, de nombreux artistes et techniciens sont confrontés au chômage de masse. Les aides du ministère ont été, comme dans tous les secteurs économiques, uniquement ciblées vers les entreprises culturelles qui étaient déjà dans les radars et n'ont pas été conditionnées à la création d'emplois. Quelques aides allant dans le bon sens, comme par exemple le fonds PEPS, les cafés culture, le GUSO, ont été mises en place, mais selon beaucoup de professionnels, de manière insuffisante. On a l'impression que cette crise sanitaire a exacerbé un peu les dérives du système. Alors les trois questions que je vous avais fait parvenir. Quel avenir faut-il réserver au régime d'assurance chômage des intermittentes et intermittents du spectacle? La deuxième question, et entre autres, faut-il soutenir et pérenniser ce régime spécifique d'assurance chômage des annexes 8 et 10 et faut-il l'étendre à tous les salariés de l'emploi discontinu? Le deuxième, c'est pouvez-vous préciser votre politique de l'emploi dans le domaine du spectacle vivant, en particulier pour mieux soutenir les jeunes artistes? Voilà, on fait le lien magnifique avec Morgane. Entrant dans le monde professionnel du spectacle, je dis entrant parce que Morgane était là, il y a encore, était encore étudiante au Pont Supérieur il y a à peine 2 ans. Et puis, faut-il développer les emplois aidés dans le champ associatif? C'était les trois questions. Je ne me rappelle plus de l'ordre précédent, mais je crois que c'est à toi de commencer. C'est à vous de commencer, Émeric. J'ai pas de problème avec le tutoiement. Je crois même que j'ai tutoyé d'office et je m'en excuse si ce n'était pas là. J'étais toujours dans la harpe, d'autant que j'ai le privilège de l'avoir de si près. D'habitude, une harpe de si près, c'est sur une Guinness que j'ai. Donc c'est chouette. D'abord, considérons de quoi il s'agit. C'est le dernier, les annexes 8 et 10, sur les droits aux intermittents. C'est pas une profession d'être intermittent, etc. Mais c'est le dernier support qui reste après qu'on a cassé le statut des dockers en 92. C'est un type qui s'appelait Le Drian à l'époque qui a fait ça. Ça a fait l'objet de plusieurs mobilisations. Il y a eu 2003, il y en a eu d'autres, et il y a celle de maintenant. Donc oui, évidemment, c'est à défendre comme la prunelle de nos yeux. J'imagine les uns et les autres, dans nos travaux respectifs, on rencontre des gens qui viennent d'ailleurs, mais j'ai vu des Italiens, des Espagnols, des gens qui nous disaient, mais nous, on n'a même pas pu fermer rien et confiner parce qu'on n'avait pas les moyens. Tout s'écroulait. J'ai rencontré une délégation québécoise qui nous dit, bah, nous, on a perdu 70% de nos circassiens. Ils ont changé de métier. Bon. Les Québécois, c'est un système très anglo-saxon, assez libéral. Donc, ils ne vantaient pas spécialement nos institutions culturelles. Les autres, quand même, sont un peu envieux. Donc, il faut les défendre et il faut les étendre. Deuxièmement, et donc retour au mouvement d'occupation. Enfin, si, je veux quand même en dire un mot, parce que cette réforme chômage-là, qui a mis dans la précarité 1 million de personnes de plus, heureusement qu'il y avait des occupations de théâtre. Ils ont porté la lutte contre la réforme chômage sur leurs épaules. Et en ça, il faut le remarquer, pourquoi pas le remercier, mais en tout cas qu'il soit assuré de toute notre solidarité, de notre volonté de continuer de se battre à leur côté pour qu'on ne nous arrache pas des droits supplémentaires. Sur le général, mais ça va un peu avec le reste. On est pour un choc de l'emploi, donc des créations d'emplois massives dans la fonction publique, et associer un nouveau système, un nouvel âge de la sécurité sociale. Je vais essayer de plus jamais dire CNR jusqu'à la fin. En tout cas, un nouvel âge de la sécurité sociale qui a été inventé à un moment donné où ça paraissait un peu fou d'inventer la sécurité sociale, les retraites, etc. Et d'organiser un système de sécurité d'emploi et de formation dans lequel les métiers
des arts et de la culture trouveront toute leur place avec leurs spécificités. Une sécurité d'emploi et de formation, ça veut dire qu'on alterne tout au long de sa vie des périodes de formation et des périodes d'emploi. Et que, avec un niveau de revenu équivalent. Ça veut dire quand on perd son emploi, parce que ça peut arriver, parce qu'il ne faut pas garder toutes les productions, parce qu'il faut révolutionner notre mode de production, eh bien on alterne avec une période de formation pour continuer de se construire, de s'émanciper, et de s'émanciper aussi dans l'activité professionnelle, aussi dans la créativité et aussi donc dans le travail. Je le dis parce que ça nous a été parfois reproché et que d'autres proposent d'autres choses. On n'est pas sur un revenu d'autonomie où on pense que l'activité de chacune et de chacun, librement choisie, créative, doit être le moteur de l'existence et un des outils de l'émancipation. Donc ce système-là, il réglerait une série de choses. D'ici là, il faut commencer par financer ces systèmes-là. Moi, je pense que sur des spécificités, il peut y avoir des déséquilibres et il peut arriver à l'État d'avoir à les compenser. D'autre part, ils doivent être, en principe, financés par les cotisations sociales, salariales et patronales. Donc, ça impose d'arrêter tous les cadeaux fiscaux, les CICE qui ne sont pas allés dans les bonnes directions, qui sont partis, ça devait être sur l'industrie, ça ne concerne que 20% de l'industrie, et on s'est retrouvé à subventionner tous les boulots mal payés du tertiaire avec le CICE. Donc ça, on arrête. Les politiques d'exonération de charges, je me mets à dire charges comme le patronat, de cotisation sociale patronale, et bien, il faut arrêter avec tout ça pour pouvoir financer notre système. Donc il faut inverser le paradigme. Enfin, parce qu'il me reste moyen de temps, on va dire, 2 minutes. La question des emplois aidés, elle se réinterroge avec le financement de ces emplois nouveaux et avec le système de sécurité d'emploi et formation dont je parlais. L'idée, ce n'est pas de tout subventionner. Il y a besoin de subventionner la culture, on en a déjà parlé avec les outils et les institutions, etc. Bon, encore qu'on n'est pas contre les emplois aidés et que les collectivités locales se retrouvent à les compenser quand l'État les arrête. Donc c'est bien qu'il y a un besoin et que donc il faut revoir le système. Enfin, parce que tu as posé plein de questions, les aides, elles ont été utiles, elles ont aidé les salles, etc. Elles ont, tu le disais, je partage ça, révélé les fragilités, révélé les failles. Globalement, elles ont été plutôt utilisées, plutôt, donc c'est au doigt mouillé, et c'est un problème. Elles auraient dû, et je le partage, être conditionnées, mais à rémunérer tout de même les artistes quand c'était reporté, etc. Donc elles ont été utiles. Après, on n'est pas sorti de la crise. Il y a la question de la diffusion qui est devant nous, etc. Et il y a la question du respect du droit du travail et du redéploiement. Mais j'imagine que plus tard, un intervenant d'origine rennaise parlera du GIP Café Culture. Mais c'est quand même aussi des mécanismes qui ont été inventés et inventifs pour permettre le respect du droit du travail, pour qu'on sorte de tu viens avec ta guitare électrique et je te file un billet, donc ça professionnalise. Donc je ne doute pas que Noémie, si je n'écorche pas, Morgane, pas du tout, voilà, je savais que j'allais dire une connerie, c'est fait. Morgane, donc, qui a une expertise et j'imagine des années d'études pour jouer de l'art, puisse se produire avec une juste rémunération dans les cafés. Voilà, je crois que j'ai fait mon temps, donc je vais m'arrêter là. Benoît. Ouais. Donc, ce régime spécial de l'intermittence du spectacle est évidemment une richesse de notre droit. Ces annexes 8 et 10 sont à préserver et encore à améliorer, certainement. Hein. Les dernières avancées concernant les congés maternité pour les femmes sont à saluer, étaient une belle avancée. Il y a encore des choses à améliorer sur ces annexes 8 et 10. En tout cas, c'est évidemment quelque chose qu'on veut préserver.
on peut regretter que les principes qui ont présidé à l'écriture de ce régime n'aient pas été appliqués également aux auteurs, aux artistes-auteurs. C'est vraiment un manque dans notre système de protection, de garantir à chacun le droit de travailler dans des bonnes conditions, d'avoir un revenu dans ces métiers artistiques. Il y a tout un pan de ces métiers, les artistes-auteurs, que ce soit des auteurs de théâtre, des auteurs des chorégraphes, ou bien surtout les artistes plasticiens sont totalement écartés de ce système de protection et c'est vraiment dommageable et totalement injuste. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer les conditions de travail de chacun et chacune. Sur les jeunes artistes, on a vu ces dernières années beaucoup d'émergence de nouveaux collectifs qui sont plutôt très intéressants à suivre, notamment dans le théâtre, qui était un secteur où les compagnies fonctionnaient chacun dans son coin, avec une espèce de relation pas toujours très saine avec des programmateurs et des conventionnements avec les DRAC ou les collectivités, et qui écartaient en général les jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi. On voit effectivement ces dernières années, on a vu ces dernières années apparaître des collectifs de compagnies qui se regroupaient, qui avaient un mode inspiré de l'économie sociale et solidaire, et qui interpellaient les collectivités pour justement leur donner des moyens mutualisés entre elles pour travailler, des espaces de travail, de répétition, mais également du matériel de diffusion. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve particulièrement intéressant et qu'on souhaite mieux accompagner et mieux réfléchir avec les autres collectivités et l'État pour répondre à ce passage de l'émergence entre la sortie d'école ou l'auto-formation et puis la période professionnelle, en tout cas pour accompagner les recherches de ces jeunes artistes. Oui, je te remercie, Émeric, de m'interpeller, me lancer la balle pour le GIP Café Culture. Le GIP Café Culture que j'ai la chance de présider actuellement et qui a été créé, il faut le rappeler, à Nantes, grâce à la ville de Nantes, à la région Pays de Loire et surtout au collectif Culture Barbare, est un système tout à fait, est un groupement très vertueux de co-construction d'un dispositif en faveur de l'emploi d'artistes dans les cafés, hôtels, restaurants, et qui est très vertueux parce qu'il est piloté à la fois par les collectivités, l'État et les syndicats, et qu'il en fait propose juste de favoriser l'emploi légal des artistes. C'est-à-dire que dans les cafés, hôtels, restaurants, il n'y a pas de statistiques très sûres là-dessus, évidemment, mais on peut parier qu'il y a encore une dizaine d'années, il y avait autant d'emplois illégaux que d'emplois légaux. Et donc, c'est vraiment une démarche très intelligente, là aussi, favorisant la convergence de politiques publiques pour favoriser l'emploi légal dans ces lieux-là. C'est un dispositif, un fonds d'aide qui peut évoluer. C'est une réflexion qu'on a au sein du GIP, au-delà des hôtels, des cafés, hôtels, restaurants, évidemment toujours sur les organisateurs occasionnels, mais qui pourraient justement participer de la même façon à soutenir l'emploi des artistes et des techniciens. Et c'est sans doute l'une des initiatives les plus intéressantes qu'il y a eu ces dernières années pour participer
à l'enjeu de l'emploi dans le spectacle vivant. Voilà, sur l'emploi, sur les emplois aidés dans le champ associatif, je pense qu'on est tous dans les collectivités très présents dans cette politique de soutien à l'emploi associatif. Je pense que c'est une politique qui doit être menée sur l'ensemble du territoire national. Le secteur associatif est certainement est un employeur très important dans le champ culturel et qui doit être soutenu parce que justement il ne fonctionne pas de la même façon que des entreprises privées et répond aussi à des objectifs d'intérêt général et d'utilité sociale. Donc c'est un levier effectivement de développement de la vie culturelle de nos territoires et bien sûr que on a des dispositifs qu'on doit pérenniser d'aide à l'emploi associatif dans l'ensemble de nos collectivités. 7 minutes pile. Un chronomètre dans le, dans le cerveau. Donc Martin. Oui, bon, comme ça a pu être dit et comme on a pu le voir dans les mobilisations d'occupation de théâtre de l'année dernière, la crise sanitaire, elle nous a montré la précarité structurelle du travail de l'art dans le spectacle vivant, mais dans tout le champ artistique et culturel. Donc maintenant, dont acte, il faut donc... on a la chance également, alors à la fois grâce à cette mobilisation des occupations de théâtre, d'avoir un nombre incalculable de pistes qui ont été travaillées précisément par les collectifs de ces occupations en lien avec les syndicats, qui étaient, voilà, souvent ça se confondait, mais pas que. En fait, on a des pistes très concrètes, très chiffrées qui existent pour améliorer ces régimes parce que, et qui ne demandent donc qu'à être mises en application, ce que nous ferons en allant dans le sens des plateformes de revendication commune des occupations de théâtre. Mais si vous voulez, l'analyse qu'on fait de ce que révèle, ce qu'accélère et ce que met encore plus en lumière la crise sanitaire, c'est d'une manière générale, de la part des politiques publiques encore, bon pas partout bien entendu, mais en tout cas du côté du néolibéralisme et de la manière dont ça a été traité par l'État, d'une négation du travail de l'art. Pourquoi cette fameuse politique qui a eu son utilité non négligeable du quoi qu'il en coûte, qui garantissait une continuité de revenus à l'ensemble des travailleurs empêchés durant la crise sanitaire. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été appliquée à l'ensemble des travailleurs et des travailleurs de l'art et qu'il fallait justifier d'être déjà dans les politiques de couverture? On voit qu'il y a, et même le système de prolongation, le système de l'année blanche, pardon, et sa prolongation insuffisante, pareil, qui oubliait aussi l'ensemble qui a été précieux, mais qui oubliait aussi l'ensemble des intermittentes et des intermittents qui étaient soit en rupture de droit, soit qui ne pouvaient pas encore les ouvrir, était décrit par la ministre de la Culture comme étant une subvention à la culture. Alors que ce sont des droits sociaux. On est encore une fois dans une logique de l'aide ponctuelle pour faire plaisir aux artistes parce qu'ils sont gentils. C'est peut-être un peu caricatural, mais il y a un peu de cette optique-là et qui développe des dynamiques un peu nocives de partir du moment où vous êtes redevable, et ce qui malheureusement se fait trop souvent dans les situations d'austérité dans lesquelles on est. Oui, on va vous financer votre projet, par contre il va falloir que vous fassiez X types d'actions qui n'ont rien à voir avec votre boulot, qui remplacent les boulots des médiateurs culturels et sociaux du quartier qui eux ont été virés parce qu'on n'a plus d'argent pour les financer, etc., etc. Donc nous, si vous voulez, c'est un paradigme différent qu'on a. Il ne s'agit pas d'aider les artistes parce que c'est gentil. Il s'agit de reconnaître le travail de l'art. Et ça ne vient pas que de nous, c'est beaucoup de collectifs, notamment d'artistes-auteurs, qui posent vraiment cet axe-là, de reconnaître le travail de l'art et donc de mettre en place, de négocier, d'ouvrir les discussions qui mèneront à tous les droits sociaux qui vont avec. Et même si du côté des intermittentes et des intermittents, il y a eu des combats qui ont permis d'obtenir ces droits-là, il y a encore des manques dedans.
Et au-delà juste d'être dans l'aide, mais d'être vraiment dans des politiques publiques comme encore une fois je dis, de ce service public des arts et de la culture, parce qu'on en a besoin. Il ne s'agit pas juste d'aider les artistes, il s'agit de mettre les moyens nécessaires à des ambitions politiques qu'on a, qui sont celles de l'émancipation et de la multiplicité des imaginaires et des discours. Sur la question des artistes-autrices, des artistes-auteurs également, qui est assez caractéristique de cette négation du travail de l'art. Le ministère de la Culture et ceux du Travail choisissent eux-mêmes leurs interlocuteurs quand il s'agit de parler des droits sociaux et privilégient principalement les organismes de gestion collective des droits d'auteur qui se présentent comme étant les représentants des artistes-auteurs. Alors, ils ont une utilité dans le système actuel, mais ce ne sont en rien des représentants de travailleurs. Ce sont des gens qui ont une place dans un circuit. Et parallèlement à ça, il n'y a toujours eu aucune élection professionnelle organisée chez les artistes, autrices et auteurs, et qui du coup fait qu'ils ne sont pas des interlocuteurs privilégiés. Ce qui est un profond problème. C'est pourquoi dès que nous arrivons au pouvoir, nous lancerons des élections professionnelles chez les artistes, autrices, auteurs, en prenant le temps qu'elles soient bien mises en place, pour ensuite ouvrir les négociations jusqu'à aboutir à un régime de protection sociale qui soit digne et adapté, parce que c'est des spécificités qui fait qu'on ne peut pas juste étendre l'intermittence, mais même si on a ce même constat du travail discontinu. Et l'idée est d'aller vers le mieux-disant avec ça, et une fois qu'on aura ce régime du travail de l'art discontinu, qui concerne les artistes, auteurs et autrices, mais également les installatrices et installateurs d'œuvres d'art, aussi les personnes qui travaillent dans tout le champ des arts visuels, dans toute la multiplicité de ces métiers-là, et qui souvent, par ailleurs, même du côté des arts visuels, aujourd'hui, il s'agit aussi de prendre en compte l'état de la création contemporaine et qu'il y a une multitude de registres qui sont touchés et que très souvent, on peut trouver des artistes plasticiennes ou plasticiens qui font autant de la vidéo que de la sculpture que de l'écrit. Et donc, il y a toute une prise en considération du travail fait et une adaptabilité des régimes sociaux qui doivent aller avec. C'est des choses qui sont portées également par beaucoup de collectifs comme la Buse, comme le Snap CGT, comme la Ligue des auteurs et autrices professionnels, et qui on a la chance qu'ils ont déjà, il y a une vraie foisonnement de propositions là-dessus ces dernières années, et qu'en fait les modèles de financement sont quasiment prêts, ils les ont calculés. Du côté des auteurs et des autrices de l'écrit, il suffirait de collecter et d'augmenter très légèrement les cotisations patronales de diffusion, etc. etc. Et ce sont des modèles qui peuvent s'appliquer assez facilement. Il suffit d'avoir la volonté politique de faire en sorte que ces concertations aient lieu. Concernant très rapidement la question de l'emploi aidé et de la politique de l'emploi général, sur la question de l'emploi des plus jeunes, des jeunes travailleuses et travailleurs, on prend le pari, nous, en fait, en rehuilant la machine, en relançant l'argent mis dans la création, que c'est toute une boucle dans laquelle l'ensemble de ces jeunes travailleurs pourront rentrer bien plus facilement, et que également il faut renforcer les dispositifs existants qui ont pu être cités, également les fonds d'appui sur les premières années de la vie professionnelle pour financer les cachets et ce genre de choses. Très rapidement sur la question des emplois aidés, bien entendu, la politique de l'emploi que nous proposons à l'Union populaire et à la France insoumise est pleinement on n'a aucune peur de renouer avec cette logique de l'emploi aidé, ce qui rentre totalement, et je vais très vite, dans une de nos propositions concernant l'éducation artistique et culturelle, dont on n'a pas parlé encore, mais qui est pourtant un pivot central, de lancer un grand plan de formation et de recrutement dans l'éducation artistique et culturelle et la médiation culturelle de proximité, qui sera conçu à la fois avec l'enseignement supérieur et les organismes d'éducation populaire pour différents degrés d'études, ça va de la courte formation au Bac+5, voire plus, et qui débouchera sur des emplois aidés à la fois dans des structures qui en ont besoin, notamment dans les structures musicales qui ont souffert de la fin des emplois aidés, et liés à des territoires de vie pour pouvoir réussir à créer des dynamiques un peu différentes, et que l'emploi aidé est essentiel dans cette grande nouvelle étape de démocratisation culturelle que nous proposons. La parole est à la... Il y a une question ici et une autre ici. Merci. Donc, plus une remarque qu'une question. Je m'appelle Ewen Cousin. Oui, je vous remercie. Je m'appelle Ewen Cousin, je suis musicien
et représentant administratif du collectif de production et création musicale. C'est un label nantais. En tant que musicien, j'étais à Gralin l'année dernière pendant un petit bout de temps, et j'ai vécu, comme pas mal de mes camarades, pas mal d'annulations dues au Covid, ou des reports, d'incessants reports de concerts. Ma question est posée plutôt sur les associations. En tant que représentant d'association, je voulais savoir un peu le rôle du ministère de la Culture, des pouvoirs publics, dans l'aide, et pas que des emplois aidés, aux associations. En l'occurrence, depuis le Covid, effectivement, il y a eu des destructions d'emplois et de lieux, mais pas non seulement des lieux de diffusion, aussi des lieux de travail. Et je voulais un peu avoir votre réaction là-dessus. Réponse, et puis après, Martin, allez, comme ça, on change à chaque fois l'ordre, on essaye de... Merci infiniment pour cette question. C'est le manque de temps m'avait empêché d'aborder la question du conventionnement sur plusieurs années des associations qui sont des acteurs et des actrices centrales. Bon, en effet, on parle de la question de l'emploi, mais pas que. Encore une fois, de ces arts et de cette culture de proximité et du quotidien. On sait que ce sont les associations qui portent grandement tout registre d'associations confondues en termes de mission, qui portent cette ambition et cette action au quotidien. Et nous, cette nouvelle étape de politique culturelle, nous la concevons toujours ça l'impression, mais on a pour objectif de mettre les associations artistiques et culturelles au cœur de cette action-là, parce que ce sont celles et ceux qui agissent dans l'échelle du quotidien et de la diversité aussi des types d'interventions et des types de propositions, et que en effet on est sur une situation où il y a un manque de visibilité constant dans les associations par le court terme des financements qu'elles peuvent obtenir, et qu'il nous semble essentiel, si on veut développer des maillages, des tissus solides, des écosystèmes résilients, dira-t-on, mais surtout ambitieux dans les arts et la culture, de systématiser le conventionnement, déjà de remettre plus d'attention et de moyens dans le champ des associations, et de systématiser le conventionnement sur plusieurs années pour leur permettre de se projeter, à la fois sur la question de l'emploi, oui, mais surtout sur la question de leurs actions, et de sortir juste du financement ponctuel, comme je le dis encore une fois, de l'appel à projet. Mais cette question des associations est centrale si on veut imaginer ce maillage qui ne soit en effet pas que de conséquentes institutions qui n'ont pas la visibilité nécessaire sur un terrain et sur le quotidien de l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Aymeric ? Vaste question. Il y a plusieurs champs de réponse. Il y a d'abord une crise de l'engagement dans le pays. Toutes les associations que je rencontre, il y a parfois des ruptures générationnelles, me disent la peine à trouver leur... Ça fait beaucoup de lapsus aujourd'hui. Je suis fatigué, je suis désolé. Leur peine, la peine, à reconstituer un socle d'engagement bénévole. D'autre part, le bénévolat ne fait pas tout, mais je crois qu'une société qui est en crise d'engagement est une société qui doit s'interroger sur elle-même. Nous, on est pour aider le financement des associations à porter la déduction d'impôt à 75% pour le secteur associatif, ce qui permettrait une forme d'engagement par une forme de mécénat vers les associations. On est pour la création de 100 000 emplois d'utilité publique à destination des associations qu'il faudrait convenir. Et d'autre part, mais ça a déjà été traité, mais tout passe par les conventionnements qu'on peut avoir avec les collectivités locales qui doivent posséder les moyens pour pouvoir agir de ce point de vue-là. Ce à quoi on a été confronté, en réalité, pour aller vite, dans ces politiques d'aide, et je crois qu'il y a des questions qui reviendront, mais ce n'est pas grave, c'est une très grande concentration des crédits d'État et des collectivités locales qui ont plutôt mis en œuvre, alors dans une grande diversité, une grande disparité, des plans de soutien d'une hauteur assez massive en rapport avec leur budget. Donc tout ça, c'est bien quand on est dans la collectivité qui fait ce qu'elle peut.
c'est moins bien quand on est dans l'activité qu'il ne le fait pas. Ça appelle toujours à cette concertation, à ce tour de table pour un nouveau pacte de financement entre l'État et les collectivités locales, garante à la fois de l'égalité et de la libre détermination de chacun. Benoît ? Oui, l'État intervient peu auprès des associations et il n'intervient via les DRAC qu'en complément d'un soutien des collectivités territoriales. C'est une règle qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, ça permet justement le dialogue et la convergence des politiques culturelles de l'État et des collectivités. En tout cas, c'est quelque chose que l'on défend plutôt et qui se consolide avec des conventions effectivement pluripartites et pluriannuelles pour les associations suffisamment importantes entre l'État, les villes, le département ou la région. C'est vraiment ce type de convention pluriannuelle et multipartite qui permet aux associations d'être assurées de pouvoir développer leur activité pendant plusieurs années. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut encourager chez les écologistes. Ces conventions qui permettent aussi de partager avec les associations des valeurs et un certain nombre d'engagements qui vont au-delà de l'activité et du projet associatif. L'engagement pour l'égalité femmes-hommes, l'engagement pour le développement durable, l'éco-responsabilité, l'engagement pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, l'engagement pour prévenir les risques de santé chez les jeunes notamment. Voilà, c'est bien sûr un partenariat entre l'État, les collectivités et les associations, un partenariat qui est plutôt vertueux pour accompagner le projet associatif, mais pour également construire un territoire durable et faire humanité ensemble comme on dit. Merci. La deuxième question avant la pause. Bonjour, donc Éric Fleurimont, technicien du spectacle, salarié intermittent pendant une trentaine d'années et aujourd'hui permanent syndical, délégué régional et secrétaire national du SAMTAC CGT, qui est le syndicat national des professionnels du spectacle et des activités culturelles, et membre de la commission exécutive de la Fédération CGT du spectacle. Donc je vais essayer de glisser une question dans ce que j'ai à soulever comme réflexion. Bien évidemment, vous imaginez qu'en étant membre de la CGT Spectacle, je suis très attaché au régime spécifique des intermittents du spectacle, des annexes 8 et 10 et des droits sociaux pour les salariés de ce secteur d'activité. Mais la priorité reste quand même l'emploi pérenne. Donc, bien évidemment, il n'y a pas assez de postes à pourvoir pour tous les intermittents. Donc, il faut renforcer ce système spécifique de garantie sociale. On a bien vu dans le contexte de crise comment il a pu agir comme un amortisseur social, mais on a vu aussi ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de personnes éloignées du secteur, tout va bien pour les intermittents, mais non, ce n'est pas du tout la réalité des choses. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas pu obtenir d'aide pendant cette période, notamment tous les jeunes qui arrivaient dans le métier, ce qu'on appelle les nouveaux entrants, qui ont commencé à travailler dans le métier, mais qui n'ont pas encore ouvert de droit à l'assurance chômage. Rien n'a été prévu pour eux. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très important à faire. Merci d'avoir soulevé, bien évidemment, la question des artistes auteurs qui ne sont pas salariés, donc qui ne peuvent pas bénéficier de l'assurance chômage. Il y a aussi des choses, bien évidemment, à imaginer pour eux.
Il y a les aides directes comme le fonds PEPS, le GIP Café Culture, le GUSO, qui interviennent, mais qui ont aussi des insuffisances. Il faut les renforcer. Alors j'en profite pour interpeller, ça tombe bien, là il y a quand même deux personnes concernées directement par une responsabilité municipale. Il se trouve que le GUSO est un moyen de salarier des personnels du spectacle pour des entreprises, pour des structures pour lesquelles l'activité principale n'est pas le spectacle. Donc, bien souvent, enfin moi, pour avoir travaillé avec beaucoup de collectivités territoriales ou de mairies, la plupart du temps, c'est par l'intermédiaire du GUSO. Il se trouve que les mairies et collectivités territoriales n'appliquent pas de convention collective pour les salariés embauchés par le GUSO, alors que c'est une obligation. Normalement, depuis 2018, tous les employeurs qui passent par le GUSO sont censés appliquer une convention collective du spectacle. Ils ont tout loisir de choisir laquelle. Donc spectacle vivant subventionné, spectacle vivant privé. Et ça n'est pas fait. On a beau interpeller les responsables de mairie, de collectivités, à chaque fois, on nous trouve des bonnes excuses. Et c'est quand même le moyen incontournable de faire avancer les droits sociaux pour les salariés. Donc j'aimerais savoir quand cette chose va être appliquée de façon efficace. Et bon voilà, il y aurait de toute façon plein de choses à dire, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Merci. Merci. Benoît, à Rennes. Oui, je ne maîtrise pas totalement le sujet des conventions collectives et du respect de ces conventions par les collectivités. Rennes emploie très peu d'artistes et techniciens parce qu'elle produit très peu d'événements. En tout cas, c'est certainement une réflexion que doit porter à la fois la Commission culture de France urbaine et la FNCC, qui sont les deux associations d'élus. Il faut préciser FNCC, ce que c'est. Fédération nationale des collectivités pour la culture, où se traitent tous les sujets culturels portés par les collectivités. Il y a certainement un certain flou maintenu par un certain nombre de mauvais payeurs chez les collectivités autour de ces conventions collectives. Il serait temps effectivement d'apporter un peu de clarté dans l'obligation de les respecter auprès des collectivités. Je peux effectivement m'engager à m'intéresser particulièrement à la question dans les échanges que je peux avoir avec la FNCC, enfin mes collègues à la FNCC et à la Commission culture de France urbaine. Aymeric. Ouais, moi, je ne veux pas trop mélanger les rôles, mais on en reparle quand vous voulez. Mais comme je représente Fabien Roussel et pas le maire de Nantes, c'est un peu compliqué d'en parler comme ça. Je participe le plus souvent aux mobilisations pour défendre les droits, donc j'y suis tout à fait sensible. D'autre part, il y a un bout de débat sur le statut des auteurs. C'est une grande question, hein, et je ne pense pas qu'on arrive à la résoudre en disant on va faire les annexes 8 et 10 des auteurs. Voilà, donc je pense qu'il faut ouvrir une discussion et continuer de pousser la discussion dans les organismes d'État pour là où ils ont pu le faire par ailleurs, en forçant la rémunération des auteurs dans les festivals, etc., pour que ça s'applique non seulement aux auteurs de littérature, mais aux auteurs plasticiens. Tu as cité tout à l'heure, à juste titre, les mobilisations qui avaient pu exister, les états généraux de la BD, la Ligue des auteurs pour la littérature. Les plasticiens, c'est encore pire parce qu'il y a une diversité de rémunération absolument terrible. Donc oui, c'est devant nous. Ils ont pris le choc de la crise de plein fouet. Moi, je partage évidemment avec Eric l'idée que
les créateurs, les artistes, ils veulent vivre de leur travail. Ils ne veulent pas vivre d'une indemnité chômage annexe 8 et 10. Donc la question, elle est posée en grand. Les annexes 8 et 10 sont imparfaites. Donc le débat va plus loin que ça, évidemment. Il faut commencer par défendre les socles des acquis, essayer de les étendre. Et la question du statut des auteurs et des artistes auteurs en général, qu'ils soient dans la littérature et les plasticiens, sont devant nous parce qu'ils ont souffert de la plus grande précarité à défaut de mécanismes protecteurs dans cette crise. Donc je crois que s'il y avait une urgence, s'il y avait une bataille, s'il y avait un combat, ce serait celui-là. C'est écrit dans notre programme par ailleurs. Et d'autre part, comme toujours dans les crises, ça révèle des grandes fragilités. Mais les résistances, les batailles politiques et sociales qui se développent au sein des crises permettent des expérimentations nouvelles. De ce point de vue-là, tous les dispositifs d'urgence, et je crois qu'il y a eu des réunions nationales à Nantes sur les dispositifs d'urgence type ici, Ouvrir l'horizon, ont été vertueuses, utiles et doivent nous inspirer pour la suite, parce qu'elles peuvent répondre pour partie à toute une série de questions. Le financement de la création, l'émergence et les jeunes artistes et des espaces de diffusion sous forme de panier artistique pour le public. Donc il y a des dispositifs comme ça. Alors ça ne répond pas à tout, ce n'est pas comparable avec d'autres propositions artistiques, d'autres formes, d'autres esthétiques, mais en tout cas ça pose des bases de réflexion intéressantes et ça a été extrêmement vertueux dans la période. Martin, une réaction ? Oui, très, très brièvement, je ne saurais m'exprimer sur l'analyse du plan de l'échelon local, enfin de l'échelon municipal. Néanmoins, il est clair qu'on constate beaucoup trop encore de cas où les pouvoirs publics emploient mal. En fait. On l'a vu, je me souviens il y a 1 an ou 2, cette espèce... effarant appel à candidature pour redesigner les uniformes de la police lancé par Gérald Darmanin, qui était un concours dans les écoles de design textile qui avait bien entendu pour récompense la visibilité et puis la fierté d'avoir rhabillé la police. C'est un travail. Hein. Il y a encore beaucoup trop d'argent public, enfin pas d'argent public du coup, parce qu'il n'est pas mis, mais d'organismes publics qui piétrinent ces droits-là et que je dis encore une fois, qui ne reconnaissent pas le travail de l'art. C'est ça le fond structurel du problème. Et que au-delà de tous les dispositifs qui existent, que vous avez pu citer, et on remercie également les syndicats de les animer, de les analyser, d'en proposer un nombre calculable de pistes qui doivent être suivies. Il faut que les pouvoirs publics soient l'exemple en termes de reconnaissance du travail de l'art, d'application de ces droits dès les registres où ils sont employeuses et employeurs. Ce qui veut dire aussi que ça doit prendre en compte aussi le temps de travail avant la présentation des œuvres, enfin, tout ce qui est temps de répétition dans tout registre du spectacle confondu, qui sont encore une fois beaucoup trop oubliés dans les moyens mis en place par les pouvoirs publics qui ne rémunèrent que le temps de l'installation et le temps de la présentation. Il faut que les pouvoirs publics donnent l'exemple là-dessus. Enfin, voilà, bon, c'est facile à dire de mon point de vue, bien entendu, mais on ne pourra pas avancer c'est un combat politique et de conception des choses qu'on a mené sur cette prise en considération et reconnaissance, encore une fois, du travail de l'art, et les pouvoirs publics doivent être exemplaires là-dessus. Point. C'est tout. Merci. On n'aura pas le temps d'autres questions pour l'instant. On va faire la pause et puis on se donnera un peu plus de temps tout à l'heure. On se retrouve après la pause 10 minutes pour prendre l'air. On y parlera musique, on parlera de la place des femmes et dans la musique entre autres, du rééquilibrage en termes d'esthétique musicale, du Centre national de la musique, du prix unique du disque. Voilà, donc restez avec nous. Je vous fais un peu l'article. Voilà. À tout de suite.